Since white laws never work for the cultural other anyway, the best thing to do is ignore them. We need to control whites for the good of womankind, as look at all the destruction they have created. We must not only devalue whites to think they are less than us, but they must also be worth. Vous venez d'entendre un extrait du journal intime de Maleka Griffin, 33 ans à l'époque des faits, dans lequel elle affirmait son espoir de déclencher une guerre raciale et vomissait sa haine des Blancs. Mais ce n'est pas pour ses opinions qu'elle purge depuis 2006 une peine de prison à perpétuité, mais bien parce qu'elle a fini par passer à l'acte en tuant son voisin Jason Horsley. L'affaire du jour nous emmène en 1999, aux États-Unis, dans la capitale et la ville la plus peuplée de l'État du Colorado, Denver. Là où viennent d'emménager Jason Patrick Horsley, 25 ans, originaire de Sheridan dans le Wyoming, et sa petite amie, Deborah Loisel, accompagnée de leurs 2 chiens. Le couple a le projet de rénover leur maison et commence dès lors les travaux. Jason est plutôt doué dans le domaine puisqu'il est charpentier. Il découvre sa passion pour l'artisanat manuel lors de ses études à la Pacific University à Forest Grove dans l'Oregon. Une fois diplômé, il choisit de se lancer dans la menuiserie et accède rapidement au rôle de contremaître. Alors que le couple avance sur leur chantier, le quartier est sur le point d'accueillir une nouvelle résidente. Née le 11 mai 1971 dans le Mississippi, Maleka Tamu Griffin fréquente l'université d'État de Jackson et obtient un diplôme de chimie avec grande distinction. Décrite comme une étudiante intelligente, Maleka a la réputation d'être une solitaire. Une fois son diplôme en poche, elle décide d'ailleurs de faire un voyage en sac à dos en Europe avant de revenir dans son pays. En 1998, la jeune femme alors âgée de 27 ans déménage à Denver où elle loue une chambre à Beverly Grant et travaille dans une pharmacie. Introvertie, Maleka n'a pas un grand cercle d'amis. Elle s'implique beaucoup dans son travail et n'a jamais manqué une seule journée, ce qui lui vaut des éloges. Et malgré le fait qu'elle ne se montre pas très sociable et chaleureuse, ses collègues la respectent et l'apprécient. Ce qui n'est pas le cas de ses voisins. Quelques mois après son emménagement dans le quartier, Maleka a déjà eu de nombreuses altercations avec plusieurs d'entre eux, pour des questions triviales, notamment lorsqu'ils se garent sur la voie publique devant sa maison. Ils la définissent comme une personne amère et conflictuelle. Le point de vue de Beverly est mitigé. Bien qu'elle voie en Maleka une locataire modèle, la propriétaire a déjà été témoin, comme le reste du voisinage, de nombreuses altercations entre Maleka et le couple Jason et Deborah, notamment à cause de leurs chiens. Peu de gens, pas même sa propre famille, ne semblent vraiment cerner la personnalité mystérieuse de Maleka Griffin. Famille, collègues et voisins, tous sont loin d'imaginer le danger qu'elle représente, ni même la haine secrète qu'elle renferme en elle, mais déverse dans son journal. We must not only devalue whites to think they are less than us, but they must also be worth it. Their existence must have no human significance to blacks. They must exist only to assure us of our black value and our most destructive instincts. Fuck our enemies. They will kill us for sure. Black women learn defense. Kill your enemies by any means. Go ahead, try it. Go ahead, do it. I know you're afraid to kill our enemies, but I'm not. I'm not afraid to say it or do it. Enough talk, do it. Kill them. Do it often and subtly, as we have been patient too long. Our enemies taught us to be patient, wait for their God to come and save us, and not to fight, but to instead be good servants. This is what our enemies teach us. Maleka est une bombe à retardement qui va exploser le 18 mai 1999. Ce jour-là, Jason rentre du travail. Il se gare et s'apprête à nettoyer comme d'habitude sa voiture dans laquelle il transporte ses outils de charpenterie. Le jeune homme dépose ses outils sur le trottoir devant la résidence de Maleka, ce qui la met en colère. Le ton monte et une violente dispute éclate entre Maleka et Jason. Alertée par le vacarme, Deborah arrive sur les lieux et Maleka l'injure et la menace.
Deborah la menace d'appeler la police, Griffin recule et les deux femmes retournent chacune chez elles, contrairement à Jason qui continue de décharger sa voiture. Quelques minutes plus tard, Deborah entend une détonation. Elle se précipite dehors et retrouve son petit ami étendu dans sa voiture. Jason est inconscient et saigne abondamment. Il a reçu une balle dans la tête avec un pistolet de 9 mm tiré à bout portant. Des voisins se précipitent sur les lieux dont Beverley qui emmène Jason à l'hôpital à 3 pâtés de maison de là. Malheureusement, il décède peu après son arrivée. Quelques heures après l'incident, Maleka s'enfuit au domicile voisin d'une connaissance, Monique Thomas, qui s'occupait de son enfant lors de l'agression de Jason. Sous la menace d'une arme, Maleka lui vole sa voiture et poursuit sa fuite. La voiture sera retrouvée abandonnée à Iowa City, dans l'Iowa, tandis que Griffin sera aperçu pour la dernière fois en train de monter dans un bus à destination de Chicago dans l'Illinois. De pharmacienne à fugitive. Les investigations commencent. En fouillant le domicile de la fugitive, la police découvre une carabine de 9 mm, des munitions, des grenades à main et plusieurs livres pratiques sur le terrorisme et la fabrication de bombes, dont The Anarchist Cookbook et The Poor Man's James Bond. Ce dernier a été écrit par le survivaliste et ancien membre du Parti nazi américain, Kurt Saxon. Parmi ses affaires, il trouve son journal intime. Fuck what our enemies say. Their opinion should no longer guide us in our direction out of this white supremacist patriarchal hell. I hate them and deep down you do too. 98% of the black female population thinks whites are worth shit and don't want to think about them, let alone be around them. We hate whites more than they hate us. So, it is time we use our fear, anger, and disgust to destroy them. Black women unite. I am so sick of looking at white people. I am so goddamn tired of them. I wish I could kill those no-good faggot pedophilic rapist thieves and make it painful. Very painful. 6 ans de cavale. Disparu des radars pendant des années, Maleka réapparaît sur les écrans de télévision en août 2001, dans un épisode Unsolved Mysteries, puis 8 fois dans Fox America's Most Wanted, entre le 5 février 2000 et le 4 juin 2005. Et cela porte ses fruits. Après la dernière émission, les autorités tiennent un suspect. Ils reçoivent des informations des collègues de Griffin qui se fait appeler les Griffin. En juin 2005, confronté par le FBI, Maleka admet sa véritable identité et se fait arrêter à El Cajon, en Californie, dans un quartier de San Diego, après 6 ans de cavale. Renonçant à son extradition, Griffin est renvoyé au Colorado pour y être jugé. 27 février 2006, ouverture du procès. Accusé de meurtre au premier degré, de vol qualifié aggravé et de vol de véhicule à moteur aggravé, Griffin décide de témoigner pour sa propre défense. Elle clame son innocence et déclare que son journal intime porte sur l'écriture d'une pièce de théâtre. Au cours du procès, le jury lit des extraits de son journal intime qui décrivent son sectarisme. I am so sick of looking at white people. I am so goddamn tired of them. I wish I could kill those no-good faggot pedophilic rapist thieves and make it painful. À l'annonce de l'arrestation de Maleka, Don Horsley, le père de Jason, déclare aux journalistes: « Il y avait un trou là pendant 6 ans. Aucun moyen de le combler ni de le réparer jusqu'à ce qu'elle soit attrapée. C'était juste une plaie ouverte. » Comme un signe du destin, Griffin a été arrêté le jour de l'anniversaire de Jason, qui est né le 6 juin 1973.
J'étais au sommet du monde. C'était la meilleure nouvelle que j'ai reçue. C'était absolument génial. C'était son anniversaire hier quand nous l'avons découvert, donc c'était le meilleur cadeau d'anniversaire que nous pouvions lui offrir, déclare sa mère, Louise Horsley. Terry, son entraîneur de lutte, dira « La dernière personne qui aurait dû être impliquée dans un crime violent était Jason Horsley. C'était vraiment un paradoxe. Cela a touché beaucoup de gens en peu de temps. Il a touché plus de gens que la plupart des gens ne le font dans leur vie. » Passionné d'escalade et de lutte, dont il a remporté le championnat d'État en 1991, Jason laisse derrière lui le souvenir d'un jeune homme qui respectait tout le monde sans distinction, les riches comme les pauvres. Ses parents, ses deux frères, Josh et Jory, et sa fiancée, lui dédient ce message. Le temps a passé et nous nous souvenons du jour où nos cœurs ont été brisés, lorsque Dieu t'a pris aussi rapidement, et que nous avons tous été plongés dans l'obscurité. Le temps viendra peut-être nous apporter de nouveaux changements chaque année à venir, mais ton souvenir sera chéri dans les cœurs qui t'aimaient.